Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Malo. Bonjour. Bonjour Malo. Alors tu es chanteur, ta carrière a commencé il y a 10 ans maintenant. Elle a été marquée par la sortie en 2017 de ton album Be Être. Tu as depuis collaboré avec Charlie Winston. Ouais, Jean-Louis Aubert aussi. Participé à Destination Eurovision. C'est ça, entre autres. Et tu travailles ces derniers mois sur un nouvel album? Oui, c'est ça, et j'ai sorti un EP il y a quelques mois qui était un peu en mode teaser, bande-annonce du deuxième album qui arrive. Avec un nouveau titre surtout. Oui, il y avait Je t'attendrai. Pause, et Je t'attendrai, là, vient de sortir. Voilà, c'est vraiment le dernier titre que je sors avant de sortir l'album. Une chanson qui revient sur ton enfance, Ouais. sans ta maman. C'est ça. En tout cas, c'est une grande partie de la chanson. Absolument, c'est même destiné à ça. Ça raconte surtout le moment où ma mère est réapparue alors que je la pensais partie sans doute pour toujours. Un matin, j'ai intercepté un coup de téléphone quand j'avais 12 ans. Et c'était elle, et elle me disait je suis en Australie et ce serait chouette qu'on puisse se voir un jour. Et à partir de ce moment-là, j'ai entamé des recherches et puis quelques années plus tard, j'ai réussi à la retrouver. Ça porte un peu toute ton œuvre, cette histoire. Ouais, c'est vrai. Parce que le premier album aussi était là-dessus. Le premier album était anglais et français, parce que du coup, avec la double nationalité, etc., ça faisait du sens. C'est sûr que c'est des fondations de mon œuvre artistique même, puisque j'ai commencé à composer et à écrire, surtout pour pouvoir lui envoyer des chansons un jour et qu'elle puisse les entendre et qu'elle puisse peut-être venir me chercher, quoi. On le rappelle, tu seras à la Maroquinerie? C'est ça, le 30 mars. Et est-ce qu'il y a d'autres projets dans les prochains mois? Dans les prochains mois, il y aura une tournée en Australie. Là, du coup, je suis très content. Je retourne en Australie début janvier. On fait une date à Melbourne, une date à Sydney. C'est des festivals avec toute mon équipe. Là, tu chantes en français? Je chantais en anglais et en français, du coup. Ça faisait du sens que je fasse les deux. Et puis après, la sortie de l'album juste après la Maroquinerie, a priori. Et une tournée dans toute la France avec des festivals, etc. Encore à nouveau. On va remonter le temps, faire un petit retour dans ton enfance. Déjà, où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi à Caen, en Normandie. Une ville que je connais bien. Donc on l'a dit tout à l'heure, tu as une enfance un peu particulière, puisque tu as grandi jusqu'à ton adolescence qu'avec ton papa. Ouais. C'était comment? C'était très chouette, parce que mon père était jeune, il avait 23 ans quand il m'a eu. Le fait qu'il se soit retrouvé seul à éduquer son enfant était assez soudain. Je pense qu'il s'y attendait pas du tout, en vérité. Donc il n'avait pas d'autre choix que de m'emmener avec lui dans son monde à lui. Il faisait de la musique, il sortait dans les bars, enfin voilà, comme tout jeune de 23 ans. Il était musicien aussi? Il était musicien, il était guitariste. Il l'est toujours d'ailleurs. C'était son métier? C'était son métier, ouais. Ça l'est plus aujourd'hui de manière active, mais il avait beaucoup de groupes. C'est d'ailleurs un peu via lui que j'ai développé cette passion pour faire de la musique, tout ça. Au berceau, quoi. C'est ça. Non, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il m'a très rapidement mis dans son monde à lui et dans le monde des adultes, en fait, directement. Donc, ce qui m'a permis de grandir peut-être un peu plus rapidement que les autres. Pas de frères et sœurs? Non, j'ai eu des demi-frères après, des demi-sœurs, mais à ce moment-là, non, j'étais tout seul. Et puis, on l'a dit, à l'adolescence, t'as un coup de fil de ta maman? Ouais, à 12 ans, juste avant d'aller au collège. Mon professeur de sport était malade, en fait, de 8h à 10h, je devais avoir sport. Un mercredi, je me souviens très bien. Tu m'étonnes. Toujours dans ta tête, tout ce C'est ça, et je mangeais encore tranquillement, comme d'habitude, mes céréales devant les dessins animés. Et puis, mon père dormait. Et coup de téléphone, alors je décroche. Puis je pensais que c'était une blague. À l'époque, je faisais des blagues téléphoniques avec mes potes. On s'amusait un peu à faire des conneries comme ça. Et donc je raccroche la première fois. Je pensais que c'était un ami à moi. Donc je raccroche, je dis ouais, arrête et tout machin. Ça rappelle une deuxième fois. Et là, je comprends vraiment que c'est ma mère en fait. Et elle commence à me parler de l'Australie. Et puis qu'elle a un bateau. Et peut-être qu'elle n'avais jamais eu de ces nouvelles de toute sa vie? Disons que non. En 12 ans, il n'y avait pas de nouvelles? Non. Quand j'étais petit, j'avais intercepté 2-3 lettres, mais il y avait qu'elle envoyait à ton papa? Néant, quoi. Ouais. Pour savoir comment j'allais. Et lui, les transmettait pas? C'était très tabou. C'était très tabou. Et on m'a fait comprendre qu'il fallait
pas trop que je parle d'elle parce que ça remue des souvenirs, etc. Et puis, quand on est jeune, en fait, on veut juste le bonheur de ses parents. On ne veut pas les rendre tristes avec des phrases. Donc, j'avais dit, OK, pas de souci, j'en parlerai pas. Enfin, c'était naturel pour moi de ne pas en parler. Et puis, en grandissant, je n'avais pas éprouvé de manque finalement, puisque je n'avais pas eu cette attache maternelle. En fait, je ne savais pas ce que c'était. Tu n'avais pas de manque, mais tu avais peut-être une grand-mère paternelle qui s'occupait. Ouais, j'avais une grand-mère évidemment qui s'est beaucoup occupée de moi. J'ai beaucoup grandi avec mes grands-parents côté paternel, parce que je connaissais personne du côté maternel. Et c'est comme ça que j'ai eu une bonne éducation, entre guillemets, je pense. Mais voilà, donc elle me parlait, elle me disait qu'elle avait un bateau et qu'un jour elle viendrait peut-être me chercher. Si c'est pas moi qui y vais, c'est elle qui viendra. Donc c'est pour ça que sur cette chanson, je t'attendrai. C'est un jour, d'accord, je t'attendrai sur le port. Et à quel moment tu te dis, allez hop, je vais en Australie? Alors, suite à ça, après ce coup de téléphone, j'ai commencé à entamer des recherches parce que... Tout seul? La ligne a coupé et j'avais aucun moyen de la contacter. J'avais pas d'email, j'avais pas de numéro de téléphone sur lequel pouvoir la rappeler. Et il n'y avait pas Facebook à l'époque. Donc j'avais regardé sur des annuaires mondiaux pour essayer de retrouver avec les quelques infos que j'avais. Impossible de la retrouver parce qu'en vérité, elle habitait sur un bateau. Donc il n'y avait pas de boîte postale ni quoi que ce soit. En fait, il n'y avait pas de téléphone fixe. Très compliqué de la retrouver. En plus, elle était mariée. Donc longue histoire. Mais comment tu fais? J'ai abandonné en fait. J'ai regardé pendant 1 an, j'arrivais pas à retrouver un moyen de la recontacter, donc j'ai abandonné, elle n'a pas rappelé. Et Facebook est arrivé. Ouais, Facebook est arrivé quand j'avais 14 ans. J'ai un ami dans la classe qui m'a dit viens chez moi après les cours et tout, faut que je te montre quelque chose, Facebook, etc. Et je tape son nom sur Facebook et je l'ai retrouvé. Et à partir de ce moment-là, on a discuté un petit peu et puis très rapidement, le désir de devoir la rencontrer était trop fort. Je lui ai dit, je suis prêt à tout quitter là, il faut qu'on se voit. Et elle m'a envoyé les billets d'avion, elle m'a inscrit dans une école en Australie. Et alors, je peux te dire, on se rend compte, non? Elle t'a inscrit dans une école? Ouais, aller en Australie, c'est pas la porte à côté, non. Donc finalement, si j'y vais pour de bon. Mais il fallait être sûr d'avoir une entente avec... C'est ça, ouais. Tu ne connais pas finalement. Absolument, c'était particulier. Mais j'ai toujours été d'humeur... Aventurière? Aventurière, ouais. J'ai toujours été un petit aventurier quand j'étais petit. J'aimais bien partir de la maison, faire mes trucs, quoi. Et ton papa? Mon père, je pense qu'à un moment donné, c'était inévitable. Il savait qu'un jour, ça allait arriver, sans doute. Donc, quand j'avais 15 ans et demi, je suis allé le voir et je lui ai dit, voilà, j'ai des billets d'avion et je pars. Donc, est-ce que tu peux m'emmener à l'aéroport? Parce qu'on était à Caen. Et il fallait que j'aille à l'aéroport de Paris. Et c'était la première fois de ma vie que je prenais l'avion, d'ailleurs. Mais non. Donc, si. donc voilà, donc il m'emmène là-bas et puis on se dit au revoir. Et en vérité, je savais pas combien de temps j'allais partir. J'étais peut-être parti dans ma tête pour toujours. Et on s'est dit au revoir à l'aéroport. Et puis je suis arrivé en Australie 30 heures après. Parce que c'est un long voyage. C'est un long périple, oui, pour l'avoir déjà fait. Et du coup, les retrouvailles? La rencontre, en fait. C'était incroyable. C'était à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, je passe le portique, etc. Et là, elle m'accueille avec mes 3 demi-sœurs que je connaissais pas. C'est pour ça que tu dis que tu as des demi-sœurs. Ouais, voilà. Écoute, on a eu. Et elle avait refait une vie là-bas, et puis... Mais elle était australienne? Elle est française et australienne, ouais. Elle a passé beaucoup plus de temps en Australie qu'en France, finalement. Mais elle a rencontré mon père en France. Mais le choc pour le petit Canet c'est ça. qui arrive, parce que pour avoir grandi dans cette ville, c'est une petite ville de province toute simple, ça a dû être... C'était un contraste énorme. Bon, après, le point commun, c'est qu'à Caen, on n'est pas très loin de la mer. Et à Sydney, c'est quasiment la plage tout du long. Oui, comparons la même chose. Pas les mêmes plages. Pareil. Pas les mêmes plages, mais... Et là-bas, la scolarité là-bas se fait comment? Alors la scolarité, c'était très... T'es en 3e? Très différent. Ouais, je suis rentré en équivalent de seconde là-bas. En fait, j'étais déjà en seconde quand je suis parti et quand je suis revenu, j'ai refait une année de seconde là-bas pour me remettre à niveau dans aussi. Une école parce française? Que non, complètement australienne. Donc suivre les cours en anglais et tout, pas de ouf, non, pas de ouf. Donc arriver là-bas et se retrouver avec des cours mathématiques, un bouleversement total dans ta vie. Ouais, complètement. À 15 ans, quoi. Mais à cet âge-là, finalement, c'est assez facile. On s'adapte rapidement. En fait, notre cerveau
et suffisamment libre, en fait, a suffisamment d'espace pour pouvoir intégrer des choses comme ça rapidement. En l'espace de 3 mois, j'étais bilingue et je comprenais complètement les cours et j'avais des copains et des copines et ça allait. Et il n'y a pas eu des moments de déprime au tout début où tu t'es dit « Wow, pourquoi j'ai fait ça? Mes amis me manquent, mon papa me manque. » Si, mes amis français m'ont beaucoup manqué. Et puis, je sais pas, j'étais content, j'avais l'impression de faire quelque chose de ma vie. Ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque quand j'étais à Caen. Mais c'est marrant parce que toute mon enfance, j'avais toujours ce truc qu'il y avait quelque chose qui me manquait, une espèce de folie. J'attendais quelque chose en fait et j'attendais probablement ça. Et quand c'est arrivé, j'avais l'impression d'être à ma place. Et du coup, tu es allé vivre chez elle à ce moment-là? Okay. Je suis allé vivre chez elle. Et ça se passe bien avec les demi-sœurs? C'était un peu lunaire au départ parce que j'arrive comme ça. Et hop, tout d'un coup, plein de demi-sœurs. J'arrive un peu de nulle part et je parlais pas très bien anglais au début, donc on avait du mal à se comprendre. Mais globalement, oui, c'était très mignon. Il n'y avait pas de souci. Tu fais combien de temps là-bas? Je suis resté de mes 15 ans et demi, 16 ans à mes 18 ans et finalement, c'est la musique qui m'a fait revenir en France parce que sinon je serais encore là-bas. Pourquoi? Je me suis fait repérer par une maison de disques française en fait. Parce que tu faisais des scènes en Australie? Je faisais des scènes en Australie, j'avais des propositions. J'avais une proposition aussi en Australie de signer à 18 ans tout frais. Et en fait, ça commençait à s'exciter sérieusement en France. Et il y a un producteur qui s'appelle Marc Tenon qui a tout misé. En fait, il m'a dit il faut que tu reviennes en France parce que je suis certain que tu as un destin ici. Et j'étais en mode ok, bon. Ben, mon père me manquait en plus à ce moment-là, donc j'ai dit ok, je veux bien revenir. Il m'a tout payé, Marc Tenon, là, il m'a payé mon billet d'avion, il m'a payé un appart à Paris. Donc je suis resté 1 an ici en attendant de m'installer, retrouver des habitudes et tout. Et c'était finalement assez brutal de quitter l'Australie à nouveau pour revenir à Paris où je connaissais personne. Ça, c'était un peu dur. Mais c'est pour ça qu'après, je suis retourné habiter à Caen un petit peu pour me réancrer et retrouver mes amis d'enfance. Est-ce que tu étais un bon élève en France ou en Australie? J'étais un meilleur élève en Australie qu'en France. C'est vrai? Ouais. Comment tu l'expliques? Parce que le système était un peu différent en Australie. La manière pédagogique est différente. Déjà, les professeurs en Australie, on les appelle par leur prénom. Il y a une vraie proximité. On est tous sur un même niveau, je trouve. Le professeur est là pour partager sa passion, son savoir-faire. Et il y a beaucoup d'amour, en fait. Et j'ai l'impression qu'aussi la manière éducative est plus libre là-bas. En fait, les professeurs ont suffisamment d'espace pour pouvoir faire leur méthode, appliquer leur méthode, en fait, et pas des méthodes qui sont déjà inscrites. Enfin, en France, je trouve que les professeurs suivent plutôt une directive qu'on leur impose, j'ai l'impression, sans vraiment être libres de pouvoir faire apprendre, communiquer, en tout cas, à leur manière, certaines choses. Donc, en France, il y avait des matières qui me plaisaient évidemment beaucoup, donc j'étais impliqué, et d'autres matières où je sentais que c'était un peu plus codifié, même au niveau du professeur, il appliquait à la lettre ce qu'on lui demandait un petit peu de faire, j'avais l'impression en tout cas. Donc j'étais moins intéressé, mais en Australie c'était différent. Est-ce que tu as un souvenir précis d'un moment comme ça à l'école qui te revient, une anecdote? En France, une anecdote, je dirais la musique, parce qu'en France, il y a les flûtes, Maped, là. Aïe, 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 c'était terriblement dur. Et j'étais très content parce que quand je suis arrivé en Australie, il n'y avait pas ça. La musique en Australie, c'était plus tu prends une guitare ou tu prends. Ah non, nous, c'est la flûte à bec. Hein. Ouais, la flûte à bec, ça m'a traumatisé un peu quand même. Je me souviens quand tout le monde. C'était dans quel collège? J'étais au collège Pasteur, à Caen. D'accord. Mais quand tout le monde faisait la flûte à bec, là, c'était une espèce de fausse symphonie, c'était absolument horrible, quoi. C'est vrai que c'est une autre époque. Là, tu es chanteur. Est-ce qu'il y a un autre métier qui t'aurait fait rêver quand tu étais plus jeune? Je pense que c'était être pilote d'avion. C'est vrai? J'ai toujours adoré ça. Et d'ailleurs, en secret, je passe une petite licence, là. Là, en ce moment? Ouais. Un petit permis. Mais bon, ça prend du temps. Et surtout, il faut renouveler ses heures régulièrement. T'es quelqu'un de passionné. Ouais, j'adore ça. Mais finalement, la musique s'impose
tout de suite? Ça me pose tout de suite parce que c'est quelque chose qui est là depuis que je suis tout petit. Et quand je vois que mes chansons touchent des gens, ça me fait très plaisir et j'ai envie de continuer de raconter des histoires. Et ce que j'aime aussi par-dessus tout avec la musique, c'est que ça rassemble les gens. Et aujourd'hui, ça fait vraiment du bien parce que je trouve qu'on se divise beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment du bien de faire un concert et de mettre tout à côté le temps d'une heure, 1h30, et on est là, on vibre ensemble et on chante ensemble et c'est beau, quoi. Et dans ta trajectoire de vie, si tu n'étais pas parti en Australie, est-ce que tu penses que tu aurais fait carrière en France? Parce que j'ai l'impression que si tu étais resté en France, les choses auraient été différentes et que c'est l'Australie qui a fait que tu t'es révélé. C'est marrant, ouais. Mais qu'on t'a trouvé en France, quoi. C'est ça qui est un peu... absolument... qui paraît pas évident dans le parcours, en fait, dans la trajectoire. Ouais, c'est très étrange. Je sais pas du tout. En vrai, peut-être que... Oui, peut-être que j'aurais fait de la musique, mais... ça aurait plus été sans doute un hobby. Je sais pas. Oui, t'aurais pas envisagé de faire ton métier. Je sais pas. Après, ça a toujours été là, la musique, et je sais que ça faisait très plaisir à mon père aussi que j'en fasse. Donc, il y avait un espèce de truc de... Si je peux réussir à te rendre fier de moi, je Ta maman, c'était pas son univers? Si, elle faisait de la musique, mais moins professionnellement que mon père. Ma mère faisait du piano, du violon. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait un piano, donc elle jouait souvent au piano. Et... Voilà, mais c'est... Tu es connu du coup aussi en Australie en chantant en anglais? Ouais, ça a démarré comme ça. Je chantais plus de chansons en anglais à l'époque que français. Et j'avais gagné un tremplin sur plus de 100 groupes australiens, enfin en tout cas de la région de Sydney, là où j'habitais. J'avais terminé premier. C'est ce qui m'a permis de faire une première tournée là-bas, de lancer mon album numéro 0 que j'avais sorti, qui s'appelait The Old Way, qui était une espèce de truc de maquette que j'avais fait dans ma chambre. Et dans une salle prestigieuse qui s'appelait The Basement. Qui n'existe plus du coup à cause du Covid, maintenant ça a fermé malheureusement, mais c'était un espèce de petit Olympia, jazz club très cool. Et suite à ça, ouais, c'est là que ça a commencé à s'emballer un peu, quoi. Ton retour en France, il y a une rencontre qui va changer un petit peu la destinée, non? Ouais. C'est Jean-Louis Aubert? Absolument. C'est la première personne, enfin en tout cas le premier artiste que j'ai rencontré en revenant à Paris. Vraiment, encore une fois, j'avais 18 ans, donc j'étais très chamboulé un peu par tout ça. En même temps, j'étais trop content d'avoir signé un contrat dans une maison de disques. Enfin, c'était pour moi un rêve. Et Jean-Louis a été un parfait parrain, papa, bis, qui m'a pris sous son aile et qui m'a dit voilà, la musique, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses attention à ça, à ça, à ça. Et c'était primordial, parce que sinon, je pense que j'aurais sans doute lâché l'affaire. En fait, c'est quand même un milieu qui peut être difficile. Où il faut toujours s'écouter, mais écouter aussi les gens avec qui on travaille. Comment tu le rencontres? Alors, en fait, quand je suis rentré à Paris, il y avait une productrice qui s'appelait Bénédicte Schmitt, qui est la femme de Dominique Blanc-Francard, qui est un grand réalisateur, qui m'a contacté, qui m'a dit « On a entendu tes œuvres, on aimerait beaucoup produire ton album qui va sortir ». Donc j'avais fait une séance d'essai dans son studio. Et c'est un studio que Jean-Louis connaît très bien parce qu'il a enregistré Rock Éclair là-bas, qui est un magnifique album. Et j'avais bugué devant le disque d'or de Jean-Louis. Je trouvais la pochette très belle en fait. Et Bénédicte avait vu ça et en secret, elle avait envoyé le titre qu'on avait enregistré l'après-midi à Jean-Louis par mail. Et Jean-Louis, je savais pas, mais Jean-Louis avait répondu en gros, il vient d'où? C'est super, est-ce que je peux le rencontrer? Et Bénédicte a dit, viens demain. Et donc, moi, le lendemain, j'étais au studio, et Jean-Louis arrive, et je fais, waouh, incroyable. Et donc, on est très timide, lui comme moi, postés vraiment à l'opposé de la pièce l'un l'autre. Et à un moment donné, il fait une blague, après une demi-heure, 3/4 d'heure à s'observer, à se regarder, à pas trop savoir comment s'approcher. Il fait une blague et puis tout à coup, tout est parti de là. On a parlé jusqu'à 6h du matin. Ah oui. Et il m'a dit, est-ce que je peux venir en studio avec toi pour ces 4 prochaines semaines? Et il était là tous les jours. Il a coproduit ton album? Ouais, il était là, une partie de l'album. Et il était là tous les jours. Et aujourd'hui, les relations sont comment? On est toujours en très bon contact. On s'envoie des messages régulièrement. Et puis surtout, il m'a offert beaucoup de choses, des premières parties, et puis surtout... Une visibilité.
une visibilité. Il m'a offert un magnifique duo qui était sur Billettre, le premier album qui est sorti. Et surtout une première partie au Stade de France qui était mémorable, quoi. Le destin, c'est fou quand même. Oui, pour toi, c'est vraiment... c'est des trajectoires. Tu te dis pas quand tu es en Australie que Jean-Louis Aubert va après. Enfin, je trouve que c'est... Ouais. Et t'aurais fait autrement, ça ne se serait pas passé ainsi, donc je trouve ça joli. Non, c'est sûr. Si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission qui est totalement consacrée à l'éducation. Ok. Donc toi, tu as la particularité d'avoir connu les deux écoles. Ouais. Française, australienne. J'ai l'impression de ce que tu semblais nous dire que tu as préféré la méthode australienne. Un petit peu, oui. Qu'est-ce que la France devrait puiser de l'Australie? En fait, il y a quelque chose que je trouvais formidable en Australie, c'est que, arrivé en seconde, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ça y est, sorti. Ça y est. C'est le côté où on choisit ses matières, on sélectionne ses matières et on fait son bac en fonction des matières qu'on sélectionne. Par exemple, si on se rend compte que les mathématiques, c'est pas forcément notre fort, on peut arrêter les mathématiques et prendre une autre matière à la place. Donc moi, j'avais arrêté les maths parce que c'était pas vraiment ce qui me passionnait. Quand même je voulais être pilote de ligne et les maths c'est important, à ce moment-là de ma vie, c'était pas quelque chose qui me passionnait. Donc j'ai préféré prendre d'autres matières comme par exemple pour faire des cours de business class, ou société et culture, qui était l'équivalent de la philo, je crois. Ça a évolué maintenant en France, la possibilité de davantage choisir. Ah ouais? Oui, son baccalauréat. Mais toi, c'est une époque où tu avais que... C'est une époque, voilà, c'est ça, où on n'avait pas cette possibilité-là, en tout cas en France. Et en Australie, vraiment, on pouvait composer son emploi du temps aussi, donc ça, je trouvais ça super, ouais. Et les cours, c'était de 10h à 15h max, quoi. Oui, pas les grosses journées. Voilà, on était encouragé à être autonome, à faire son travail chez soi. Et c'était bien parce qu'on devenait responsable de son travail, en fait. Et je trouvais ça très chouette. Comment tu vois l'école de demain, toi? En France, plus libre, je pense. On le voit, j'ai l'impression qu'il y a des écoles particulières qui s'ouvrent où justement on récupère une plus grande liberté, où les professeurs ont une plus grande liberté aussi sur la manière de communiquer leur savoir. Je pense que ça va changer, mais ouais, je ne saurais pas concrètement dire comment. C'est vrai que l'école française, je l'ai lâchée il y a longtemps, donc moi, tel que je l'ai connue, c'était... il y avait des choses qui étaient moins passionnantes, encore une fois, que la manière d'apprendre en Australie, qui était très friendly, qui était très portée sur la bienveillance. Alors, je ne dis pas que les professeurs français ne sont pas bienveillants, attention. Hein. Non, mais c'est beaucoup de distance. Il y a une certaine distance, il y a une posture. Mais j'ai quand même rencontré des professeurs en France qui étaient incroyables, notamment une professeure d'anglais que j'avais au collège. Qui était... Bah oui, et puis toi, c'était nécessaire après. Oui, c'est vrai, finalement. Et grâce à... D'ailleurs, ça m'a aidé, parce qu'en arrivant en Australie, j'avais au moins ces bases-là. Mais... Est-ce que tu penses que dans l'école en France, il faudrait qu'il y ait plus de musique? Plus de musique et plus... Oui, sans doute plus de choses consacrées à l'art, parce que l'art, finalement, ça fait du bien aussi. Ça se permet de souffler un peu sur tout ça, tout ce qui est... par exemple, la photographie, on pourrait intégrer des classes de photographie. Il y avait ça en Australie. Moi, je n'ai pas fait ces classes-là, mais tu pouvais prendre une classe de photographie ou de théâtre ou d'art plastique, mais avancé, en fait. Et c'était pas juste 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine dans l'emploi du temps, quoi. Ça pouvait vraiment être plus d'art. Plus d'art. Mais après, parce que ça me passionne aussi, hein, mais ça, le pouvoir composer son emploi du temps, je trouve ça assez fou quand on est en seconde, parce qu'on commence à être un peu grand et on a envie un peu de commencer à faire ce qu'on veut, quoi. C'est parfait pour nous. Déjà la fin de l'émission. C'était un plaisir, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV.